J'aimerais vous commencer en vous posant déjà la première, climat et milieu, variables et permanence de l'architecture. Je vais quand même vous parler de patrimoine, mais quand même aussi un petit peu d'architecture contemporaine, mais vous verrez, on parlera de nouveaux vernaculaires et de modernité rurale. Et petit clin d'œil à mon ami Philippe Madec, qui vous a parlé la semaine dernière et avec qui j'ai écrit ce livre justement sur la modernité rurale. Pour commencer, j'aimerais bien vous poser une question parce que mes cours comme mes conférences sont toujours interactives. À votre avis, pourquoi est-ce qu'une approche éco-responsable est aujourd'hui incontournable? Pourquoi est-ce incontournable? Je pense que le dessin le dit très bien, c'est parce qu'on ne peut pas croître indéfiniment sur une planète qui est finie. C'est-à-dire c'est une loi de la physique toute simple. À quel problème majeur sommes-nous confrontés aujourd'hui? Cette carte l'explique bien. Elle montre, et c'est une carte qui a déjà quelques années, si je devais l'actualiser, il y aurait sans doute encore beaucoup plus de points rouges. Ce sont les villes qui ont plus que 10 millions d'habitants. Vous avez une idée du nombre de villes avec plus de 10 millions d'habitants en 1950? Il y en avait une. C'était New York. Aujourd'hui, on est à peu près à une trentaine, et je suis sûre que, ou peut-être même 40, et je suis sûre que parmi elles, il y en a beaucoup qui se trouvent en Chine dont vous n'avez jamais entendu parler, comme Wuhan. Mais il y en a beaucoup d'autres. Donc ça, c'est sans doute le premier problème, c'est l'accroissement démographique et surtout l'urbanisation. Quand vous regardez ce schéma qui montre l'évolution de la population, donc il faut imaginer, j'ai eu la chance d'avoir les parents de ma mère sont morts tous les deux à 100 ans il y a quelques années. Quand mes grands-parents donc sont nés vers 1900, ils faisaient partie de la majorité de la population. Ils étaient ruraux, ils étaient agriculteurs dans un petit village de Lorraine, et quand ils sont morts, ils faisaient partie de la minorité de la population, tout simplement parce que entre le début du XXe siècle et la fin du XXe siècle, la proportion entre les ruraux et les urbains s'est complètement inversée. Donc, non seulement la population a été multipliée par 4, mais en plus, la proportion a complètement changé. Et tous ces nouveaux gens qui sont nés, il faut voir que sur les 7 milliards d'habitants qu'il y a aujourd'hui, il y en a 1 milliard, voire 1,5 milliard qui naissent, qui vivent et qui meurent dans un bidonville comme celui-là. Ça, c'est un bidonville du Caire. Je l'ai montré récemment à mes étudiants de Stuttgart, puisque j'enseigne à Strasbourg et à Stuttgart. Il y en avait plusieurs Égyptiens et ils m'ont dit, donc je l'ai pris en 85, ils m'ont dit, vous pourriez prendre la même aujourd'hui. Donc, c'est un des problèmes majeurs. Et en fait, c'est aussi une photo que j'ai prise au Caire, mais là, plus récemment, dans le parc Al-Azhar. Il faut bien comprendre que dans de nombreux pays en voie de développement ou émergents, 50% de la population a moins de 20 ans. Et c'est aussi en pensant à eux qu'il faut aujourd'hui essayer d'avoir une approche éco-responsable. Un autre chiffre dont on parle moins souvent, c'est la proportion de la population dans les pays occidentaux. En 1950, c'était 35%. En 2050, ce sera 15%. Donc là, c'est sûr qu'on ne pourra plus avoir la suprématie que nous avons aujourd'hui. Les problèmes, c'est aussi la pollution et les gaz à effet de serre. Vous voyez très bien les deux pays très pollueurs de la planète, la Chine et les États-Unis, puisque le bleu foncé est la couleur avec la pollution, les émissions de gaz à effet de serre maximaux. Un petit clin d'œil, j'aimais moins, donc je pollue moins. Mais plus on est à polluer plus on pollue, et plus que quand on était moins à polluer plus. Voilà, donc le problème, il vient aussi de ça. L'autre problème, c'est la finitude des ressources. Alors on pourrait parler du cuivre qui sera épuisé d'ici quelques dizaines d'années, d'autres ressources, d'autres matières premières comme l'argent, les terres rares, etc. Là, j'ai choisi la déforestation. Alors c'est une ressource qui, elle, est renouvelable, mais malheureusement, il y a encore des endroits dans le monde où on la coupe
où on coupe les arbres sans gérer la forêt durablement. Et la question suivante, c'est celle-là, c'est croissance, profit, société de consommation. Et cette question qui a été posée dans Die Zeit, un grand hebdomadaire allemand, avec cette tour de Babel qui exprime bien les choses, je trouve, est-ce que ça pourrait marcher aussi sans croissance ? Plus, toujours plus, je veux une maison plus grande, je vais au solde, travailler plus pour pouvoir se faire plaisir. La question, c'est celle que pose Serge Latouche, survivre au développement, c'est-à-dire au rythme actuel de la croissance démographique et de l'augmentation des besoins économiques, sanitaires, énergétiques, les sociétés contemporaines pourront-elles vivre encore demain ? Et à tous ces problèmes-là s'en ajoute un autre qui, pour moi, est tout aussi grave, c'est la mondialisation et la perte d'identité qu'elle crée. Là, on voit Shanghai, entre le patrimoine et le Shanghai moderne. Il y a aujourd'hui à Shanghai un tout petit quartier avec ce type de bâtiments patrimoniaux, et puis le reste, c'est très occidentalisé. J'étais il y a peu de temps en Corée du Sud, et quand vous êtes en Corée du Sud, par exemple à Sangdo, la Smart City, la plus grande du monde, 600 hectares, des dizaines de milliers d'habitants, vous avez l'impression d'être dans une des grandes cités des États-Unis. Et parallèlement à ça, les problèmes sur le recul de la diversité, non seulement biologique, dont on parle beaucoup, mais aussi de la diversité linguistique. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, on a environ 6000 langues, mais on pense qu'il y en aura la moitié qui seront éteintes à la fin du siècle. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on perd quand on perd une langue ? On perd toutes les connaissances qui vont avec cette langue. Et ce qui est inquiétant aussi, c'est que la carte que vous voyez là, c'est la carte de la biodiversité, mais la carte de la linguidiversité se superpose presque un à un là-dessus. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a en particulier au centre de l'Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique centrale et puis dans certains coins d'Asie, en même temps des plantes qui meurent et aussi les connaissances sur ces plantes, puisque c'était essentiellement des traditions orales. Donc un problème aussi, à mon avis, dont on ne parle pas assez, puisqu'il y a énormément de patrimoine immatériel qui est ainsi perdu. Le problème majeur, et c'est une des questions de la COP 21, c'est les changements climatiques. C'est une carte qui a aujourd'hui déjà une dizaine d'années, mais qui montre bien d'abord que les problèmes sont répartis sur toute la planète, qu'ils sont très divers, entre les incendies, entre aussi quelque chose qui, moi, m'inquiète beaucoup, c'est le permafrost. Là, je pense que le jour où le permafrost va vraiment se dégeler, il y aura de telles émanations de méthane qu'on ne saura absolument plus comment régler le climat. Et puis, il y a aussi ces éléments-là, ça c'est la montée des eaux, avec quelque chose qui est tellement pervers, c'est-à-dire que les premières nations qui vont disparaître de la surface de la planète, ce sont celles qui ont l'impact écologique le plus faible, c'est-à-dire des gens qui ont quasiment pas de voiture, je ne sais même pas s'il y en a, qui ont pas tous de l'électricité, etc. Et pourtant, c'est les premiers qui vont être chassés de leur nation parce que l'eau est en train de recouvrir leur île. Alors c'était déjà le sujet à la COP 15 à Copenhague, mais vous voyez, on disait déjà à l'époque, ça c'était à l'aéroport de Copenhague, nous pouvons faire quelque chose maintenant sur la montée des eaux, et vous savez tous qu'à la COP 15, en 2009, il ne s'est rien passé. Alors aujourd'hui, la COP 21, c'est tout près d'ici. On va voir, on peut toujours espérer, il faut espérer que des choses vont se passer, mais j'étais moi-même à Copenhague, alors il vous promettait le port de l'espoir à l'époque, mais bien sûr c'était d'abord et avant tout la COP 15 des holdings, paradis du greenwashing. Vous voyez, Coca-Cola était là aussi, une bouteille d'espoir. Les seuls qui ont vraiment fait quelque chose, c'est un clin d'œil à trois de mes amis,
Marie-Hélène Contal, Anna Ehringer et Joanna Rebedin, qui nous disent changer la politique, pas le climat. Et là-bas, sur les murs, vous pouviez voir ça. Je suis désolée, on aurait pu arrêter les catastrophiques changements climatiques, nous ne l'avons pas fait. Et sincèrement, je pense que aussi bien Angela que son collègue anglais seront very sorry. Alors, bien sûr, notre Nicolas était aussi sorry, et puis Obama aussi. Alors, le pire, c'est que il y a eu des sociétés dans le passé qui ont été détruites. Est-ce que certains d'entre vous connaissent ce livre ? Sincèrement, je conseille, alors il est un peu épais, mais je conseille à ceux qui ne le connaissent pas de le lire. Le sous-titre, donc ça a été écrit par un scientifique américain, Jared Diamond, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie. Quels facteurs ont contribué à la fin des sociétés du passé? Vous avez quelques idées? Déforestation, oui, surtout à l'île de Pâques, c'est vrai. Sécheresse, c'est vrai aussi, changement climatique. Donc, bon, il y a quelques facteurs qui ont été importants. Donc, il y a bien sûr les voisins hostiles, mais ça n'a pas trop de rapport avec nous. Effondrement des échanges commerciaux, changement climatique, déjà à l'époque, problèmes environnementaux, incapacité de s'adapter au changement et avidité et égoïsme de certains décideurs. Je pense que ça fait sans doute un écho dans vos propres réflexions. D'après Jared Diamond, quels problèmes environnementaux devons-nous affronter aujourd'hui? Il en a repéré 8 qui ont déjà contribué à la fin des sociétés du passé. Le premier, c'est la surpopulation. Nous venons de voir que nous avons ça aussi, et encore plus qu'à l'époque. L'augmentation de l'empreinte écologique, la surchasse et la surpêche. C'est très personnel, mais je suis végétarienne depuis déjà plusieurs années et je sais pourquoi. Déforestation, vous l'avez dit, destruction des milieux, érosion du sol, salinisation et perte de fertilité, erreur dans la gestion de l'eau, c'est aussi une des choses qui m'inquiète vraiment énormément, et l'effet d'espèces invasives sur la végétation indigène, et ça en particulier sur les îles, c'est quelque chose de très grave et les gens à La Réunion pourraient vraiment vous en parler. Je ne sais pas si vous êtes allés à La Réunion, mais ça commence à être couvert de chouchous partout. Et il y a des collines entières couvertes de chouchous, c'est une espèce de courgettes, si vous voulez, des petites courges. En plus, ça n'a quasiment pas de goût, on peut certes la manger. Alors, ils font des gâteaux aux chouchous, ils font des légumes aux chouchous, ils font des gratins aux chouchous. Mais bon, c'est très difficile à éradiquer. Parmi les autres problèmes environnementaux, il y en a 4 qui pourraient contribuer, 4 nouveaux qui pourraient contribuer à la fin de nos sociétés. Changement climatique d'origine humaine, puisque jusqu'à présent les changements climatiques n'étaient pas d'origine humaine, pollution de l'environnement, raréfaction de l'énergie et des autres ressources, et tout simplement l'épuisement de la capacité de photosynthèse de la Terre. Je ne veux pas vous faire peur, mais il faut vraiment se bouger. Quelles ont été, à votre avis, les raisons de l'effondrement du Groenland ? Le Groenland, en fait, ça a été découvert. Donc, vous voyez, à la période médiévale, il y a eu d'abord une période de réchauffement, et puis ensuite une période de glaciation. Donc, dans la période de réchauffement, il y a des Danois qui sont partis sur Groenland. Groenland, ça veut dire l'île verte, puisque cette île qui avant était blanche était devenue verte. Mais ils ont commencé à s'y installer. Ils ont commencé à faire les cultures dont ils avaient l'habitude, c'est-à-dire ils mangeaient essentiellement de la viande, donc ils y ont introduit des vaches, ils ont planté de l'herbe pour nourrir leurs vaches, alors que les Inuits qui étaient à côté mangeaient eux plutôt du poisson, ils ont continué à utiliser les pâturages. Le problème, c'est que tout d'un coup, après, ça s'est refroidi et ils n'ont pas été capables d'anticiper et de s'adapter. Donc il y a eu un changement climatique. Ils ont détruit l'environnement puisqu'ils étaient trop nombreux sur une surface qui en fait n'était verte que quelques mois. Ils ont eu ce refus irrationnel de manger du poisson, le refus de s'adapter, la perte de partenaires commerciaux et des voisins hostiles.
et exit le Groenland. Quelles sont les raisons de l'effondrement de l'île de Pâques? Alors, la théorie de Jared Diamond, c'est des problèmes environnementaux, déforestation, vous l'avez dit, érosion du sol à cause de la déforestation et la perte de fertilité. Et donc, tout d'un coup, ils étaient plus capables de nourrir les gens. Et en fait, s'ils ont déforesté, c'est essentiellement pour transporter ces espèces de d'immenses statues sur la plage. Les autres théories, c'est l'introduction de maladies apportées par les colonisateurs européens, ça existait ailleurs, et l'introduction de nouvelles espèces, rats et moutons, responsables de la destruction de la flore indigène. Donc vous voyez là encore une intervention humaine qui a conduit à l'effondrement d'une société. Et puis les Mayas, en fait, dans son livre, il en étudie une douzaine, Jared Diamond, mais les Mayas, encore, surpopulation, changement climatique, destruction de l'environnement et voisins hostiles. Donc on sait qu'il y a déjà de nombreuses sociétés qui ont disparu pour ces raisons-là. Nous sommes aujourd'hui confrontés aux mêmes problèmes et pourtant nous n'agissons pas vraiment. Alors, quel type d'objectifs sont nécessaires, d'objectifs et d'actions pour un développement éco-responsable de la planète? Normalement, quand on parle de développement durable, on pense à 3. Personnellement, j'en vois 4. Et je suis assez fière que ce soit un président français qui ait proposé de rajouter le 4e. Le social, l'écologique, l'économique, et bien sûr aussi le culturel. Et sincèrement, je pense que c'est le facteur culturel qui va faire changer les choses. Alors, il y a une autre question majeure, c'est, donc on a posé les bases maintenant, ensemble, pourquoi est-ce que le bâtiment joue un rôle majeur dans l'approche éco-responsable? Parce qu'il joue vraiment un rôle majeur. Et c'est étonnant qu'on en parle si peu dans les journaux. Oui, le chauffage, l'énergie, oui, consommation des ressources, tout à fait. Et c'est tout simplement parce que c'est le secteur qui a le plus fort impact sur l'environnement et qui consomme la majeure partie des ressources, l'énergie, mais aussi les ressources pour construire les bâtiments. L'impact global des bâtiments sur l'environnement, donc ça c'est d'après une étude de l'ADEME, donc ça concerne la France, la consommation d'énergie, alors pour la construction des bâtiments et aussi l'usage des bâtiments. Vous avez une idée du pourcentage? 40%. Exactement, oui, 43%. Et globalement sur les ressources en matière première, c'est aussi à peu près 40%. Donc vous voyez l'impact que ça a. Et pour les émissions de CO2, vous avez une idée aussi? Ouais, c'est 25% à peu près. Et en ce qui concerne la production de déchets, on est aussi autour de 30%, 40% selon les pays. Donc vous voyez notre responsabilité et notre impact majeur. Alors, d'où vient l'architecture écologique? Je pense que cette image le montre assez bien. Alors, on va faire un petit quiz, et celui qui gagne, il aura droit au dernier numéro d'Écologique. Le quiz, c'est savoir où c'est ça. Alors, en haut, oui, en haut, c'est le Maroc. Et plus précisément ouais, c'est quelque part entre Marrakech et Ouarzazate. C'est construit en quoi? Terre et pierre. Et contre quoi ils doivent se protéger? Essentiellement la chaleur, l'hiver aussi sans doute le froid. Mais vous voyez donc petites ouvertures et utilisation des ressources locales, c'est-à-dire la terre et la pierre. Et puis, pour couvrir, ils ont juste des roseaux parce qu'ils n'ont pas beaucoup de bois. Donc, ils ont juste des roseaux et puis dessus un petit peu de terre. Donc là, on a stratégie du chaud. Comment se protéger du chaud, essentiellement. Ici, on est où? Exactement. Et contre quoi on se protège? Là, la neige, oui. Là, c'est vraiment ça, puisqu'il peut y avoir jusqu'à 1 mètre de neige pendant assez longtemps. Et
Et surtout, le toit est très large pour qu'on puisse travailler sous le toit. Et là, on a au rez-de-chaussée à la fois les animaux qui tiennent chaud, les gens, dans des pièces qui sont toutes petites, basses de plafond, autour d'un poêle de masse. Et puis, on construit avec quoi? On construit avec du bois, essentiellement de l'épicéa, que vous voyez derrière ici. Et c'est un bâtiment qui a été construit vers le XVIIIe siècle à peu près. Et alors là, troisième, vous êtes très bon. Et là, c'est où là? Alors non, c'est pas la Bourgogne, c'est pas tout à fait le Périgord non plus. Le Lot, oui. Uh-huh. Mais toi, je t'ai déjà donné un numéro, donc t'es hors concours. Et où plus précisément dans le Lot, quelqu'un a une idée? Ça pourrait être, mais Saint-Cyr-la-Popie est plutôt sur une colline, alors que là, on est dans un creux, on est au pied de ce qu'on appelle les Césarines, les falaises de César, c'est des falaises de calcaire, donc on a utilisé le calcaire pour construire. Le petit village s'appelle Autoire, c'est un des plus beaux villages d'Autoire, et il est à quelques kilomètres de Saint-Céré, la ville où j'ai grandi. Donc voilà, vous voyez ici, on est avec ça, on voit 3 types de paysages, 3 types de climats, donc 3 types de ressources et 3 types de réponses complètement différentes. Et en fait, l'architecture vernaculaire, c'est ça. Donc, quelque part, l'architecture éco-responsable vient de ce vernaculaire, qui est une architecture généralement modeste, non prétentieuse, qui utilise les matériaux de la région, tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de transport, où c'était difficile de transporter. Elle s'adapte aux particularités du lieu et du climat, en harmonie avec les coutumes et les savoir-faire locaux. D'autres mots pour l'exprimer, à votre avis? Ouais. Ouais, mais là c'était plus un synonyme, si tu veux, d'architecture. Merci Jean. C'était plus un synonyme à architecture vernaculaire. Certains parlent d'architecture ethnique. Oui. Je l'avais pas, mais oui. Certains parlent aussi d'architecture rurale, parce que souvent c'est dans le milieu rural. On parle aussi quelquefois d'architecture sans architecte, mais autochtone, c'est très bon aussi. Certains parlent aussi d'architecture anonyme, puisque souvent ce n'était pas construit par des architectes. On parle aussi d'architecture populaire. Et puis, voilà. Donc, on a eu pendant des siècles et des siècles cette architecture vernaculaire qui était intrinsèquement liée au lieu, tout simplement parce qu'on n'avait pas les transports, on avait pas encore beaucoup d'énergie, etc. Et puis, il y a eu l'arrivée de l'architecture moderne et du style international. Alors, je ne fais pas partie des architectes écologistes qui disent « Pouh, les modernes, c'était des vilains, etc. » C'est pas du tout mon genre. Je pense que les architectes du mouvement moderne ont essayé de répondre avec leurs moyens et avec leurs connaissances et leurs compétences aux problèmes de leur époque. Quel était un des principaux problèmes, ou quels étaient les principaux problèmes au début du XXe siècle? Logement, loger un nombre très important de personnes. Il y avait aussi, on l'a vu tout à l'heure au début, cette espèce le début de l'exode rural. Donc il y avait énormément de gens qui arrivaient pour travailler dans les industries, dans les villes, ce qui est typiquement le cas de Stuttgart. Il y avait autre chose aussi. Et exactement. C'est-à-dire qu'un des problèmes de l'époque, au début du XXe siècle, c'était la tuberculose. Vous avez une idée du pourcentage de gens qui étaient atteints de tuberculose à l'époque? 30, c'est un petit peu beaucoup, mais c'est entre 10 et 15 selon les périodes. Et typiquement,
ce quartier qui a été le premier lotissement du mouvement moderne, qui a été construit à Stuttgart, donc la ville où j'habite depuis 30 ans maintenant, mon mari est allemand. Elle a été construite donc en 1929 sur un plan de Mies van der Rohe qui a fait ce bâtiment-là, donc en 1929, qui est un bâtiment que je trouve extrêmement bien dessiné, qui a été rénové plusieurs fois. Pour l'histoire, il faut quand même dire que Hitler et les nazis voulaient détruire ce lotissement, et heureusement pour le patrimoine, ils ont, et puis aussi surtout, heureusement pour les gens, les nazis ont perdu la guerre avant qu'ils aient le temps de le détruire, mais ils voulaient le détruire comme art dégénéré. C'est un endroit où il reste encore 7 ou 8 bâtiments, dont 2 de Le Corbusier, une maison individuelle et une maison double de Le Corbusier, ce logement collectif de Mies van der Rohe. Juste en face du bâtiment collectif de Mies van der Rohe, il y a des maisons en bande de Oud, un architecte de Hollande qui les a très bien dessinés. Et ça, c'est de Behrens. Et si je vous montre celui-là, c'est parce qu'il a quelque chose d'assez nouveau à l'époque, qui était tout à fait en lien aussi avec la tuberculose, c'est-à-dire, vous savez sans doute comment à l'époque on soignait la tuberculose, on le soignait par l'air pur et les soleils. Et donc, il créait des balcons pour que les gens malades puissent aller sur le balcon prendre le soleil et l'air. Parce qu'il faut que vous sachiez que Stuttgart est dans une cuvette. Et l'air est souvent assez mauvais, à tel point que sur les hauteurs de Stuttgart, il y a un endroit qu'on appelle Luftbad, où on envoyait en particulier les enfants atteints de tuberculose pour prendre l'air frais. Donc c'est comme une piscine, si vous voulez, sauf qu'il y a seulement une grande prairie et puis des chaises longues pour que les gens prennent l'air, parce que l'air dans la cuvette est très vicié, surtout puisque Stuttgart est une ville extrêmement industrielle. Il y a Bosch, il y a Porsche, il y a Mercedes, etc. Donc vous voyez, à l'époque, les modernes ont essayé de répondre aux problèmes qu'ils avaient du mieux qu'ils pouvaient, et avec du béton, parce que c'était un matériau qui permettait de construire rapidement et assez bon marché. Une chose par contre que l'on peut peut-être, je dirais pas vraiment reprocher, mais c'est ce style international. Ça a été cette volonté de dire on fait table rase de l'architecture vernaculaire, et on peut poser les bâtiments n'importe où, quel que soit le paysage, quelle que soit la topographie. Et je trouve que ce dessin de Le Corbusier le représente extrêmement bien. Pour lui, Sainte-Marie des Fleurs ou Notre-Dame ou le Parthénon, il pourrait être sur du plat, sur la colline. Et là, sincèrement, je ne suis pas d'accord avec lui, parce que quand on est à Athènes, le fait que le Parthénon soit là où il est, à mon avis, particulièrement important. Là, quel est votre avis? Vous avez une... Oui, aussi. Donc, je pense qu'il y a une... S'il y a une chose qu'on peut peut-être reprocher aux modernes, c'est ça, cette volonté de dire le style est international. Mais ça, on ne peut pas le reprocher à tous les modernes. Par exemple, au Brésil, il y a eu un mouvement moderne très fort, mais il y a eu beaucoup d'architectes qui ont adapté, en particulier à leur climat, qui est un climat tropical humide. Il y a des tas de choses, que ce soit des brise-soleil, mais aussi beaucoup de mesures pour la ventilation naturelle qui ont été faites par les modernes brésiliens. En particulier, il y avait un groupe à Recife, et c'est tout à fait passionnant de voir comment ils ont su l'adapter au climat tout en gardant le béton. Alors, une question, puisque c'est le titre de cette présentation: quelles sont les variables et les permanences de l'architecture à votre avis? On en a déjà un petit peu parlé. Les matériaux, oui. Adaptation au climat, intégration au site, murs et toitures en pierre,
parce que c'était un matériau qu'on avait naturellement, charpente en bois souvent, respect du paysage, mesures bioclimatiques, tout simplement parce que les gens n'avaient pas l'énergie pour se chauffer. Donc c'était cette protection, cette espèce de manteau que constituait la maison qui leur permettait de vivre et de se protéger. Couverture en chaume parfois, et en tout cas toujours la valorisation des ressources locales, mais eux, ils le faisaient tout simplement parce qu'ils n'avaient pas d'alternative. Et en fait, la question aujourd'hui, c'est comment retrouver les valeurs de l'architecture vernaculaire. Ah, pose ta question, Jean. Je t'interromps puisque tu souhaites. Oui, bien sûr. Il y a une chose qui m'étonne quand tu évoques les apports et les défauts du mouvement moderne, c'est que tu ne cites pas. Il y a une chose qui m'étonne quand tu parles du mouvement moderne, c'est que tu ne cites pas le fait qu'ils ont été à l'origine de développer à une échelle sans précédent le mythe de l'industrialisation. Oui, et que toute leur architecture est liée à des matériaux par définition industrialisés, qui eux-mêmes ont engendré des trusts d'ampleur mondiale, qui sont aujourd'hui des lobbies qui contribuent à bloquer considérablement l'évolution écologique. Et c'était vraiment une de leurs points forts et alors, puisqu'on a vu les limites de l'industrialisation. Je pensais l'évoquer tout à l'heure. J'ai un visuel sur la Villa Mayrea d'Alvar Aalto, et je pense qu'Alvar Aalto a été vraiment dans le mouvement moderne un des rares à dire attention aux petits hommes. Les petits hommes ne sont pas faits pour vivre dans la standardisation, enfin, dans des logements standardisés. Attention à l'humain, attention à la diversité. Et lui a su, à mon avis, combiner certains matériaux contemporains, comme le béton, et des matériaux naturels. Et pour moi, la Villa Mayrea est la première maison écologique en Europe en tout cas. Alors, les valeurs de l'architecture vernaculaire et de Vitruve, je suppose que vous les connaissez tous, firmitas, utilitas, venustas, c'est-à-dire pérennité, utilité et beauté. Alors, aujourd'hui, il y a vraiment un mouvement, même si, effectivement, tu as raison, il y a des lobbies qui luttent contre, mais il y a quand même un mouvement vers ce qu'on peut appeler un nouveau vernaculaire ou une modernité rurale. Et je vais juste rapidement vous montrer une petite approche théorique pour vous expliquer que on ne l'a pas inventé, ni Philippe Madec ni moi, il y a quelques jours autour d'un repas végétarien. En fait, on est vraiment les héritiers de penseurs, et à commencer par Bernard Rudowski, qui a fait cette exposition absolument extraordinaire. Alors, bon, je ne l'ai pas visitée, à l'époque j'avais 4 ans, mais cette exposition qu'il a faite à New York, donc au Museum of Modern Art, et à Paris, a complètement transformé la vision. Les gens avaient tout simplement, depuis les années 30, oublié toutes ces architectures qu'aujourd'hui on a la chance de voir sur Arte et sur plein d'émissions. Mais il faut imaginer que dans les années 60, c'était complètement oublié. Et Rudowski voit dans la beauté de cette architecture, que certains disent primitive, une source d'inspiration pour l'homme de la société industrielle. Et je crois qu'aujourd'hui, 50 ans après, on est vraiment là. On a retrouvé cette source d'inspiration. Le même Rudowski a fait quelques années plus tard, en 77, un livre qui s'appelle Les prodigieux constructeurs. Et en disant l'architecture vernaculaire doit sa spectaculaire longévité, et c'est vrai puisque nous avons des bâtiments vernaculaires qui datent de nombreux siècles, à la dissémination constante des connaissances
durement apprises, portées par des réactions quasiment instinctives au monde extérieur. Alors à chaque fois, les citations, c'est moi qui les ai traduites, puisque la plupart de ces livres-là sont des livres écrits en anglais. Et ça, c'est un sujet en soi, mais pour moi, les États-Unis d'Amérique ont une vraie schizophrénie, c'est-à-dire qu'à la fois c'est eux les principaux pollueurs, mais en même temps pratiquement tous les lanceurs d'alerte, les gens qui cherchent des solutions, il y en a vraiment beaucoup qui ont commencé aux États-Unis. Alors ce livre-là, Pattern Language, de Christopher Alexander, qui fait partie des architectes qui ont reçu le Global Award de l'architecture écologique, au cœur de ce livre se trouve l'idée que les gens devraient concevoir eux-mêmes leurs maisons, rues et communautés. Cette idée est certes radicale, oui, ça, elle est vraiment radicale, mais elle vient simplement de l'observation que la plupart des merveilleux endroits du monde n'ont pas été construits par des architectes, mais par le peuple. C'est effectivement très, très radical. Sans aller jusque-là, je pense que ce livre d'un autre architecte et critique d'architecture, celui-là norvégien, essaye de nous rappeler aussi le génie du lieu. Donc vous avez vu, l'architecture internationale, on fait le même type de bâtiment à Alger, à Paris, à Chandigarh et ailleurs, alors que là, Christian Norberg-Schulz nous rappelle de retrouver le génie du lieu, le genius loci. Et pour ça, il s'appuie sur le modèle de Heidegger. Donc lui a vraiment, alors que Rudowski, c'était plutôt un aventurier qui a découvert des choses, Norbert Schulz, lui, est plutôt un philosophe. Et puis, il y a ce document absolument fondamental, et vous verrez tout à l'heure à quel point il a été fondamental pour Philippe Madec aussi, c'est le texte de Kenneth Frampton sur le régionalisme critique. Il devrait adopter l'architecture moderne pour ses qualités universelles de progrès, mais accorder plus de valeur au contexte géographique, topographie, climat et lumière. L'accent devrait être mis sur le tectonique plutôt que sur la scénographie, sur le sens tactile plus que sur le visuel. Et là, tout d'un coup, on a quelqu'un qui veut rassembler. Donc avant, il y avait le vernaculaire et les tenants de l'architecture sans architecte, et puis les tenants du modernisme. Et Kenneth Frampton, déjà en 83, nous dit on peut et on devrait faire les deux. Et je crois qu'aujourd'hui, Philippe, comme moi, on s'inscrit vraiment dans l'espèce de chemin d'or, comme disent les Allemands, Goldene Mitte, le milieu d'or, entre les deux. Entre le low-tech et le high-tech, c'est d'ailleurs le titre du séminaire que je donne à Stuttgart et à Strasbourg. Donc voilà, j'ai eu l'immense chance de rencontrer Kenneth Frampton ici à la Cité, en septembre dernier, quand il est venu voir l'exposition Réenchanter le monde. Et voilà donc la Villa Mairea d'Alvar Aalto, qui est pour moi justement cette réconciliation, qui anticipe cette réconciliation dont parlait Frampton, entre des grands murs blancs en béton et puis un socle en pierre, une structure en bois, un bardage en bois, et puis vous le voyez ici, cette toiture végétale, comme on l'a fait dans l'architecture traditionnelle norvégienne, dans le chemin qui va au sauna. Et puis, je ne vous le montre pas là, mais le jardin est complètement entouré d'un mur en pierre. Donc lui, Aalto, a vraiment su faire la part des choses. Et aujourd'hui, il y a un critique d'architecture suisse qui s'appelle Pierre Frey, qui a écrit ce livre. C'est aussi un catalogue d'une exposition qui s'appelle Learning from Vernacular, donc apprendre du vernaculaire, et il met l'accent sur les matériaux disponibles, donc on revient aux ressources locales, sur la préservation et le développement des savoir-faire traditionnels, sur le rôle social de l'architecte et de l'enseignement de l'architecture. Donc vous voyez, quelque part, depuis maintenant 60 ans, voire plus de 60 ans, il y a des gens qui travaillent sur ce nouveau vernaculaire. Et pour terminer, quelle est cette partie plus théorique, quelle est la différence entre le régionalisme et le régionalisme critique, à votre avis ? L'un, il quitte chez l'autre peuple.
On peut le dire comme ça. Le régionalisme reproduit l'architecture vernaculaire à l'identique, où il en fait un pastiche, et le régionalisme critique revient sur le manque de considération des modernes pour le site en donnant plus d'importance au contexte. Quelque part, il redonne une identité à l'architecture dans un monde globalisé. Alors après avoir vu un petit peu la théorie, regardons la concrétisation. Et je pense qu'il faut commencer par les Baukünstler du Vorarlberg, tu l'évoquais tout à l'heure, Béatrice. Eux s'ancrent vraiment sur leur architecture traditionnelle. Et Hermann Kaufmann, un des principaux architectes du Vorarlberg, dit on sait déjà depuis longtemps, un des problèmes majeurs de l'architecture alpine, c'était de se protéger du froid, et ils l'ont fait entre autres avec ces doubles fenêtres. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il y en a une qu'ils enlèvent. Donc en été, ils n'ont qu'une fenêtre, et en hiver, ils redescendent la deuxième du grenier, et puis comme ça, ils ont un espace qui fait tampon et qui les protège. Et cette phrase-là, qui n'a pas été dite par quelqu'un du Vorarlberg, mais par Gustav Mahler, j'ai mis Otto Kapfinger parce que c'était écrit dans l'exposition sur le Vorarlberg, mais on m'a dit que c'était Gustav Mahler qui l'avait dit, le musicien. Le maintien de la tradition exige la transmission de la flamme, pas la conservation des cendres. Et ça, je pense que c'est tout à fait fondateur de cette modernité rurale ou de ce nouveau vernaculaire. Et en fait, les Baukünstler du Vorarlberg, les artistes du bâtiment du Vorarlberg, se fondent vraiment sur la tradition qui est celle des Barockmeister, puisque les bâtiments baroques, les monastères, les églises, qui ont été construits autour du lac de Constance, au nord de l'Italie, en Bavière, dans le Bade-Württemberg et jusqu'en Alsace et dans le Jura, ils ont été construits par des artistes artisans, des Baumeister du Vorarlberg, et ils en ont créé une continuité avec cette association qui s'appelle Werkraum Bregenzerwald, qui est une association d'artisans, et parmi les multiples choses qu'ils font, il y a l'enseignement aux enfants. Si vous allez dans une salle de travail manuel, dans une école primaire du Vorarlberg, vous verrez des vrais outils de menuisier, de charpentier, et donc il y a cet amour qui est transmis du travail manuel, et je pense que c'est une des choses qui manque chez nous. Alors ça, c'est typique des bâtiments des Baukünstler, c'est de Helmut Dietrich. Donc là, vous voyez la tradition, donc une ferme traditionnelle avec la partie habitat et puis la partie plus ferme. Et là, ils ont repris, début des années 80, un petit peu la même chose, avec une partie habitat et puis là, plus la loggia et puis une partie plus bureau. Donc, cette influence, cette manière de regarder comment était construite l'architecture vernaculaire, mais en allant plus loin. Une autre maison d'Helmut Dietrich aussi, qui s'inspire de la tradition, mais qui a quand même certains éléments de modernité, en particulier dans les ouvertures et puis dans la pente du toit qui est un petit peu abaissée. Et cette phrase d'Helmut, qu'aurait pu dire quasiment n'importe quel architecte du Vorarlberg, nous ne sommes intéressés ni par des expérimentations formelles, ni par une architecture à sensation. Nos solutions sont simples et pragmatiques. La variété des projets et notre refus de nous spécialiser sur un type de programme nous gardent en éveil. Et je crois que ça, c'est absolument fondamental, garder cet éveil. Et dans le Vorarlberg, tout est un travail, c'est encore deux autres maisons d'Helmut Dietrich. C'est une identité régionale qui a été construite entre la tradition que vous voyez à droite et la modernité. Mais il n'y a pas que dans le Vorarlberg qu'on essaye de trouver cet équilibre entre tradition et modernité, et qu'on travaille sur le nouveau vernaculaire. Cet architecte, en fait, c'est un charpentier qui ensuite a été architecte, qui est professeur aujourd'hui à l'ETH à Zurich, et si je vous montre à chaque fois le visage des gens, c'est parce que souvent il a suffi d'un mec qui avait un charisme, qui avait une mission et qui a réussi à en entraîner d'autres. Et dans Avrin, dans le petit village où il a grandi, qui est un village, vous voyez, de seulement 250 habitants, dans les Grisons, où on parle rhéto-romaniche, ils ont créé une association qui s'appelle Provrin pour réduire l'exode rural et revitaliser le territoire par l'architecture. Donc, je vous plante un petit peu le décor, donc situation et atmosphère, donc avec les petits jardins.
L'architecture, c'est un socle en pierre et puis au-dessus des rondins empilés. Alors quelquefois on s'amuse un petit peu. Vous voyez là, ils utilisent le bois comme isolation carrément. Et puis tout d'un coup, l'ancien rencontre le nouveau. Et là, vous voyez donc l'ancien bâtiment, et puis ici, l'agrandissement. C'est un agrandissement qui a aussi un socle en pierre, qui a aussi une structure en bois, qui a aussi un bardage en bois, mais avec des ouvertures plus grandes, et puis le bardage est différent. C'est-à-dire que là, c'est plutôt une ossature bois avec un bardage plutôt que des rondins empilés. Un autre exemple, tout ça à Vrine, dans ce petit village de 243 habitants. Toujours même matériaux, ressources locales, pierre et bois, mais avec quand même l'intervention de la modernité. Toujours pareil, socle pierre et structure en bois. Et puis, Caminada a construit 3 ou 4 bâtiments dans son village, en plus des maisons. Il a construit un gymnase, il a construit la chapelle mortuaire. Donc vous voyez l'intérieur ici. Donc vous voyez que la technique est un petit peu différente pour améliorer l'étanchéité à l'eau et à l'air. Et puis aussi, vous voyez cette réinterprétation des angles de la construction en rondins empilés. Donc on est passé de rondins empilés à des madriers empilés. Mais le plus important pour la renaissance d'un village, c'est le développement de nouvelles opportunités économiques. Et là aussi, l'association Provrine s'est investi ou a investi aussi avec une ferme et un abattoir qui se trouve ici. Vous connaissez peut-être la viande des grisons. Eh bien, elle est ici. Enfin, les Grisons, c'est le Graubünden, donc c'est dans la région des Grisons. Et donc là, ils ont cette ferme et ces abattoirs pour faire d'une manière artisanale de la viande des Grisons pour redonner un petit peu d'activité économique au village. Et quand on voit ces petites vaches, on est un peu triste qu'elles finissent en viande des Grisons. Mais voilà, donc vous voyez derrière la chapelle mortuaire de Gian Caminada. Pour ceux que ça intéresse, Gian Caminada a fait une exposition, en tout cas il y a une exposition sur son travail qui a été faite d'ailleurs par une de mes anciennes étudiantes de Nancy, Emeline Curien, et qui a été présentée à Briey. Il y a l'été dernier, je pense qu'elle va sans doute tourner. Emeline a fait son doctorat justement sur le travail de Gian Caminada et sur cette modernité rurale. Le même architecte, donc Gian Caminada, a fait à Valendas, qui est toujours en Suisse, un travail de rénovation et construction neuve, agrandissement, ou démolition, reconstruction. Donc, on est là encore dans un village de quelques centaines d'habitants. Ça, c'était l'auberge du village. Ils l'ont rénové avec quelques chambres en haut. Et puis ici vous avez le café-restaurant plus pour les autochtones, et puis dans le continuité ils ont fait un restaurant plus gastronomique, et ce que vous voyez devant, c'est la plus vieille fontaine en bois en Europe, qui date du XVIIe siècle, un joli bâtiment. Et puis retenez bien cet autre bâtiment de Valendas que je vais vous montrer tout à l'heure, qui a avec une manière assez intéressante d'approcher le patrimoine. Donc voilà les chambres de l'hostel à Ambrunnen, et vous voyez que Gian Caminada a choisi de laisser vraiment dans son jus quelque part, de rester d'une manière très authentique, mais par contre, pour rechercher donc cette authenticité, mais qu'il l'a combinée avec du design contemporain. Donc là, la touche contemporaine, c'est du design, c'est du mobilier. Et au niveau du rez-de-chaussée, il a à la fois, vous vous rappelez, je viens de vous dire qu'il y avait cette partie café-restaurant un peu simple pour les autochtones, donc là vous la voyez ici dans le bâtiment ancien, et puis à l'emplacement de l'ancienne grange qui a été démolie et reconstruite, là vous voyez ce restaurant qui est plus gastronomique. Et c'est un endroit, Valendas, où il y a des activités culturelles assez importantes, et c'est un endroit qui est souvent visité.
Alors, le régionalisme critique, on peut l'avoir aussi dans la construction neuve, mais inspiré de l'ancien. Alors ça, c'est Monsieur Dellinger, et ça, c'est le maire de cette petite ville de Bavière. C'est une ville qui se trouve à côté de Ulm, c'est-à-dire où en fait c'est un village rural et il a beaucoup grandi parce qu'il y a des usines Audi à côté. Mais il y a eu plein de lotissements qui se sont éparpillés. Donc là vraiment pour le coup de l'étalement urbain. Et puis le cœur du village était en train de complètement mourir. Et le maire a voulu faire un projet dans lequel il y avait la mairie qui était plus aux normes, donc il y avait la mairie, la salle des fêtes, une petite crèche, une institution pour des personnes, une institution de jour pour accueillir des personnes âgées qui ont Alzheimer, et puis aussi la salle du conseil municipal et puis la salle des mariages. Et les architectes Bembe et Dellinger, au lieu de faire un seul gros bâtiment, ont décidé de découper en 3 bâtiments, justement pour rester à l'échelle des bâtiments qui les entourent. Donc vous voyez, ça c'était l'ancien, on est tout près de l'église, vous voyez l'ancien chœur, et puis voilà ce qu'ils en ont fait. Et puis au niveau des matériaux, eh bien, ils ont choisi des briques qui sont faites aussi localement, avec un badigeon à la chaux. Et les fenêtres ont été faites aussi par un menuisier local. Et en retrouvant, donc c'est contemporain, mais on retrouve quand même globalement les formes de l'ancien. Donc pour moi, c'est un très bon exemple de cet équilibre entre tradition et modernité, et surtout tout ce travail sur lequel, dont parle Frampton, le travail sur les matériaux, mais aussi sur la lumière. Il y a une magnifique lumière dans ces bâtiments. Alors, quand on parle de nouveaux vernaculaires, il faut aussi bien sûr parler des matériaux. Parler des matériaux aussi pour l'énergie grise, puisque on sait bien qu'aujourd'hui, que ce soit l'aluminium, l'acier ou le béton, non seulement ils utilisent des ressources qui ne sont pas renouvelables, mais en plus, ils demandent énormément d'énergie. Et Martin Rauch a vraiment apporté cette autre vision de l'architecture en terre. Ce sont des bâtiments contemporains, certes, mais là, c'est l'esprit qui est vernaculaire, si vous voulez. On est vraiment dans ce nouveau vernaculaire. Ça, c'est des bureaux absolument magnifiques en terre et Mélèze, près de Vienne. Donc ça, c'est la maison que Martin a faite. Il appelle ça une cabane en terre avec tout le confort moderne. Vous voyez, ça c'est sa main. Il montre que la terre, il l'a prise directement du lieu. Et c'est une maison qui a été construite en 2009. Elle est certes contemporaine, mais d'un autre côté, elle est quelque part archaïque dans sa présentation et dans sa forme et aussi dans l'ambiance qu'on a à l'intérieur. Alors là, retour au patrimoine avec un autre chantier de Martin. Donc Martin est entrepreneur et là, c'est à l'intérieur d'un chalet suisse. Il a introduit des éléments, un poêle de masse en fait, mais aussi des éléments de cloisonnement à l'intérieur de ce chalet qui a été très bien rénové. Quand on arrive de l'extérieur, on voit quasiment rien, enfin, on n'a pas l'impression que ça ait changé, et quand on va à l'intérieur, tout d'un coup, on a vraiment cette impression formidable. Et si je vous montre ces images maintenant, c'est pour vous dire toujours cette espèce de nouveau vernaculaire. On a un matériau qui est archaïque, mais on peut arriver à le traiter avec des techniques plus contemporaines. Donc là, on est vraiment entre low-tech et high-tech. Donc ça, c'est la chaîne de fabrication. Parce que pour faire le bâtiment Ricola, qui est un bâtiment de stockage dessiné par Herzog et de Meuron,
comme en Suisse, on ne peut construire avec de la terre que du mois d'avril à peu près au mois d'octobre, un bâtiment de 3000 m² de façade en terre, on ne peut pas le faire sur place. Donc il a fallu qu'il préfabrique et il a créé la première chaîne de préfabrication du pisé qui fait 50 mètres de long. C'est quelque chose de tout à fait impressionnant. Donc vous voyez, il a créé les machines. Donc là, c'est une première machine pour verser et puis là, c'est pour damer. Et puis, ce nouveau vernaculaire, on le trouve aussi ailleurs, avec une autre amie, Anna Ehringer, qui était dans l'exposition Habité écologique et qui était aussi récemment dans l'autre exposition dans l'exposition de Marie-Hélène Comtal. Avec peu de moyens aussi, on peut créer de la beauté et soutenir l'identité locale. La beauté n'est pas un privilège de riches. C'est une école, c'était le projet de diplôme d'Anna. Elle se rappelait, elle était très jeune à l'époque, elle se rappelait que les enfants, ils aiment la grotte et la cabane, et donc elle leur a fait une grotte et une cabane avec une réponse extrêmement intelligente, qui est aussi une réponse issue de l'architecture vernaculaire par rapport à la stratégie de la chaleur, la stratégie du chaud. Comment se protéger de la chaleur? Eh bien, au rez-de-chaussée, elle a apporté une réponse qui est la masse, l'inertie thermique avec de la bauge, et puis au-dessus, au contraire, un bâtiment complètement transparent. Et là, la réponse, c'est la ventilation naturelle. Les matériaux, la terre pour la bauge, la paille, vous voyez la livraison, mais il y a quand même quelques éléments de matériaux contemporains qu'elle introduit dans ce nouveau vernaculaire, et c'est une feuille en plastique pour éviter les remontées capillaires. Donc il y a un socle, parce que vous construisiez en bois ou en terre, vous avez toujours besoin de bonnes bottes et d'un bon chapeau. Donc elle a fait un socle en briques. Elle a mis un plastique et puis après elle a construit en bauge. La bauge, c'est un mélange de terre et de paille. On fait d'abord 80 cm sur le socle, après on le met droit et puis après on remet encore 80 cm. Ce qui est très intéressant à mon avis, c'est que donc elle a fait des tests. Déjà, il faut que je vous explique que au Bangladesh, il n'y a pas... Normalement, en tout cas à Rudrapur, au nord du Bangladesh, dans les zones rurales, les bâtiments ne font qu'un étage. Donc là, elle a créé la nouveauté qui était un plancher. Et donc avec ce qui, à mon avis, est essentiel aujourd'hui pour ce nouveau vernaculaire, c'est d'avoir des matériaux low-tech, la terre, le bambou, mais une conception que j'appellerais high design. C'est-à-dire que là, pour arriver à tester son plancher, eh bien, il a fallu qu'elle fasse pour vérifier que son plancher y tenait, elle a fait des tests dans une université. Donc, c'est pas forcément le choix entre low-tech ou high-tech, ça peut être des matériaux low-tech, mais avec le high design dans la recherche et dans la manière de mettre les choses ensemble. Et puis, il y a aussi la réalité du terrain. Les bambous qu'elle avait, ils étaient importés de Colombie, et puis après, eh ben, les gens ils montent dessus et puis ils regardent si ça marche. Faut faire des tests. Et là encore, vous voyez la tradition et son interprétation contemporaine. Donc les liens naturels pour faire tenir les bambous, et puis là, eh bien, le choix, ça a été de dire on va mettre une broche métallique qu'on pourra enlever à n'importe quel moment, et puis on met des liens. Et puis, je vais quand même... Comme on a commencé très tard, je vous ai switché quelques-unes des vidéos, mais là, vous voyez ce qu'on peut faire avec du bambou quand on les met ensemble avec différentes sangles et différents éléments. Donc, on peut construire aussi à l'autre bout du monde, dans des endroits où il n'y a vraiment pas beaucoup d'outils, pas beaucoup de possibilités. On peut construire d'une manière tout à fait intéressante. Bon, montage de la charpente. Donc là, vous voyez les poutres que je viens de vous montrer, et puis cette phrase très importante d'Anna: l'architecture est un outil pour améliorer la vie. Vous vous rappelez la photo que je vous ai montrée de
du bidonville du Caire. Mais c'est vraiment ça. On en est là, et ce nouveau vernaculaire va pouvoir aider à trouver une solution pour tous ces gens-là. Alors, je sais que Philippe est très modeste, et je pense qu'il ne vous a pas parlé de son implication dans la modernité rurale et dans Via Vino. Et donc, il vous l'a montré aussi? Ah, juste la photo. Donc c'est pour moi un bâtiment qui incarne vraiment cette modernité rurale. Ça se trouve entre Montpellier et Nîmes. Vous voyez, c'est dans une enclave, donc c'est pas de l'étalement urbain. Ça rentre dans une dent creuse, et surtout, il a commencé à travailler sur l'esprit du lieu. Toute la recherche dont je vous parlais tout à l'heure, le travail de Norbert Schulz. Il regarde les constructions vernaculaires qu'il y avait autour, les constructions à la fois rurales et puis des monuments plus importants. Il regarde aussi le paysage, il regarde comment il y a des courses de vachettes, c'est pas des corridas, c'est des courses de vachettes. Il va aussi voir les vignerons qui au départ n'étaient pas complètement emballés. Et puis surtout, il a cette proposition qui rappelle un petit peu ce que je vous ai montré sur le projet du centre-bourg de Dillingen, de Wettstetten. Il dit, au lieu de faire un gros bâtiment, je vais faire 7 petits bâtiments. Donc je décompose le programme en 7 unités qui ont chacune à peu près la taille des fermes, des granges de la région. Donc voilà ce que ça donne. Le bois, il vient d'à peu près entre 200 et 300 km du sud du Massif central. Donc toujours, vous voyez cette forme de grange, mais chacune est un petit peu différente. Bien sûr, l'implication sociale. Les gens qui travaillent là, il y a une partie des gens qui travaillent en insertion. Et puis, au niveau des matériaux, la pierre, il y a une partie des pierres qui viennent d'une carrière à 8 km, et puis l'autre partie qui vient d'une carrière à 30 km. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'esprit du lieu. Il a regardé les caselles ou ces petites cabanes de bergers. Il en fait une, c'est là-dedans qu'il y a la cave. Donc, il a retrouvé ces techniques anciennes. Voilà, donc tout ce travail à la fois sur c'est encore la forme d'une grange, mais avec une charpente qui est plus contemporaine. Donc toujours cet équilibre entre les deux. Donc ça, c'est la partie exposition. Et puis, on parlait du climat. Là, il est entièrement en ventilation naturelle grâce à ces cheminées. Et pour boucler la boucle quelque part, je ne sais pas si Philippe vous l'a dit, mais Kenneth Frampton était un de ses maîtres. Donc il y a une vraie filiation entre le régionalisme critique de Kenneth Frampton et la modernité rurale de Philippe Madec. Alors, il y a aussi d'autres manières de valoriser le patrimoine. Et on retourne en Suisse. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, regardez bien cette maison au bout. Alors ça, c'était pas une auberge. On est certes dans un village, mais c'était la riche famille du village, les gros propriétaires terriens. Et ils avaient cette maison qu'on appelle la Tureli House. Et les Suisses, depuis quelques années, ont un programme pour rénover des bâtiments emblématiques en les laissant encore dans leur jus. Et en les ouvrant aux touristes, en les laissant dans leur jus, c'est-à-dire en rénovant au minimum. Et là, si vous avez envie, vous pouvez la louer. Donc, dans cette maison, il y a 5 ou 6 appartements que vous pouvez louer. Alors, il y en a qui sont... Donc, ça, c'est plutôt l'étage du maître, donc l'étage où il y avait... plus de décoration, etc. Et puis, il y a d'autres étages où c'est plus simple. Mais vous voyez, là encore, il le meuble avec du mobilier contemporain. Donc, ce rapport, on laisse tout ce qui est immobilier dans son jus, authentique, et puis les éléments rapportés, eux, sont contemporains. Un autre des appartements, donc là, avec un autre type de poêle. Donc là, c'est un poêle en fond. Tout à l'heure, c'était un poêle de masse. Et alors là
où c'était le plus étonnant pour moi, c'est la cuisine. Ils ont laissé la cuisine avec sa suie. Mais dans le même temps, ils ont mis un truc super moderne à induction. Donc c'est une manière de conserver, de permettre aux gens de vivre un petit peu comme ils y auraient vécu là il y a 100 ans ou 200 ans, mais avec un petit peu de confort moderne. Alors je reconnais, c'est le grand écart et tout le monde n'est pas forcément prêt à y passer ses vacances. Mais ce n'est pas une exception en Suisse. Il y a une dizaine ou une vingtaine de bâtiments qui ont été rénovés selon ce principe. Et vous voyez, même pour les salles de bain, donc là vous avez une espèce de tube quelque part. Donc il n'y a que pour les toilettes, là ils n'ont pas fait de... ils ont pris un truc contemporain, mais pour le reste, vous voyez qu'ils ont vraiment intégré, marié le confort, un peu de confort, le minimum de confort avec l'authenticité. Et ça pose une question qui me paraît très importante et que je trouve que Francesco Bandarin a très bien exprimé. Francesco a été pendant longtemps le vice-directeur, je crois que ça s'appelle comme ça, vice-directeur de la culture à l'UNESCO. Et il a écrit ce livre, The Historic Urban Landscape, en disant il faut préserver les valeurs, pas seulement les pierres. Et il donne deux exemples. Je lui avais demandé d'écrire un article là-dessus dans Écologique, et il a pris les deux exemples de Venise et de Bénarès, en disant à Venise, on a conservé les pierres, mais pas forcément les valeurs, ce qui fait que les gens qui vivent à Venise, c'est pas vrai. Enfin, il y a presque plus de Vénitiens à Venise, tout simplement parce que les gens, c'est devenu trop cher, c'est devenu, il n'y a pas vraiment de vie. Par contre, à Bénarès, là, ils n'ont pas hésité à démolir, y compris des monuments, des temples, mais ce qu'ils ont conservé, c'est les valeurs. Vous savez, c'est cette ville de pèlerinage où les gens vont se purifier dans le Gange. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça, à préserver les pierres, bien sûr, mais aussi les valeurs qui vont avec. Et Francesco a vraiment fait partie de ces gens qui ont dit, même dans des villes comme Florence, par exemple, ne préservons pas seulement les constructions, les monuments au centre des villes, mais sauvons aussi les petits ateliers de poterie, les ateliers d'artisanat qui ont permis de faire ça quand il en reste encore, parce que ça fait partie du patrimoine immatériel et aussi matériel. En disant on ne peut pas avoir des icônes en oubliant complètement tout ce qui a permis de les construire. Alors, on pourrait s'arrêter là. Si vous voulez, je peux aussi vous montrer très vite ce qu'on fait aujourd'hui en France comme architecture vernaculaire contemporaine. Vous avez encore la patience ? Ok. Alors, on sort un peu du patrimoine, Béatrice, hein ? Pas de problème, ok. Alors, donc, tu as évoqué cette exposition Habiter et écologie que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. J'ai eu l'occasion depuis d'en faire plusieurs, dont celle-ci. Alors ça, c'est un de mes anciens étudiants, un de ceux à qui j'ai eu le plaisir de remettre un prix. Vous voyez comme il a l'air malheureux que son bâtiment soit présenté, d'autant plus que ce bâtiment, il n'a pas été présenté n'importe où, c'est une exposition que des Autrichiens m'ont demandé de faire. Et je l'ai appelée La légèreté de l'être, et c'est une exposition sur la nouvelle architecture en bois en France. Et figurez-vous que la France aujourd'hui est un pays reconnu dans certains pays étrangers, en particulier dans le Fort Albert et ailleurs, pour son architecture, pour son nouveau vernaculaire et pour sa diversité dans ce nouveau vernaculaire. Il y a eu aussi cette autre exposition que dont j'ai eu la chance d'être commissaire à Durban. On m'avait demandé d'être commissaire du pavillon français au congrès de l'UIA et autour du thème Matière en lumière. Hein? Ah, UIA, oui, excuse-moi, c'est l'Union internationale des architectes.
Donc, tous les 4 ans, il y a un grand congrès. L'année dernière, c'était à Durban, en Afrique du Sud, et chaque pays a son pavillon. Et le nôtre était le seul où il y avait régulièrement des choses qui se passaient. Vous le voyez ici, il y avait des expérimentations autour de l'architecture en terre sur notre pavillon, et ça a attiré pas mal de gens. Donc, pourquoi est-ce que la France est un pays où ce nouveau vernaculaire connaît une renaissance? D'abord, ça vient de notre contexte. Notre contexte avec un relief très contrasté. On est sans doute le seul pays en Europe à avoir autant de côtes, à avoir des montagnes qui vont jusqu'à largement plus de 4000 mètres, et aussi des très grandes plaines. Donc, cette première diversité, et c'est d'ailleurs pour ça, tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as dit qu'on avait 80 millions de touristes par an, ils viennent pour ça. Ils viennent à cause de la diversité de nos paysages. C'est pour ça qu'il faut seulement faire attention. Et ils viennent aussi pour la qualité et la diversité de notre architecture traditionnelle. Et on a la chance qu'en réponse au contraste des paysages, des reliefs et donc des ressources, on a des réponses tout à fait différentes. Là, on est dans les Landes, peu de pierre, mais du bois et du torchis, donc du bois et de l'argile, donc on fait du torchis. En Normandie, pour les mêmes raisons, peu de pierre, mais du bois et de la terre, on fait du torchis et du chaume pour les toitures. En Normandie, à Honfleur, donc dans la campagne, mais aussi dans la ville, on construit en bois. Et puis avec toutes ces maisons-là, elles sont une structure en bois et elles sont protégées par de l'ardoise des intempéries. Et ce que vous voyez derrière, c'est l'église Sainte-Catherine, qui est l'église, la plus vieille église en bois en France. Il y a une nef qui date du XVe, l'autre du XVIe siècle. Parmi les diversités que nous avons aussi en France, il y a le climat. Il n'y a aucun autre pays en Europe qui a une telle diversité de climat. Et je ne parle même pas de l'outre-mer. Mais vous voyez qu'entre Marseille et Lille, il y a 2 fois plus de soleil à Marseille qu'à Lille. Donc vous voyez la réponse que ça amène à donner par rapport au climat. On a dans la Champagne humide, on construit des églises en bois avec remplissage en torchis. Et puis en Alsace, on a à la fois des bâtiments en torchis et puis la maison Cammersel, qui est une maison Renaissance, qui est juste en face de la cathédrale, qui est une des maisons les plus anciennes, un des bâtiments les plus anciens de Strasbourg avec la cathédrale. Donc le contexte, c'est aussi les ressources. Ne serait-ce que les ressources en bois qui sont tellement intéressantes pour nous parce que c'est le seul matériau de structure renouvelable. Et là encore, la forêt française elle a une particularité plutôt négative qui est le fait que 3/4 des forêts sont privées, donc c'est difficile à exploiter, mais on a une diversité d'essences que n'a aucun autre pays d'Europe, c'est-à-dire qu'on a à peu près 100 espèces alors que les autres n'en ont qu'une trentaine, et puis on a 1/3 de résineux et 2/3 de feuillus alors que la plupart des autres pays, eux, c'est exactement l'inverse. Donc, la petite France, mais je voudrais vous poser une question, à votre avis, quels sont les bâtiments en bois les plus anciens en France? Et il n'y en a pas qu'un, il y en a une centaine. Et puis quand je dis ancien, c'est 14e, 15e siècle. À Rouen, oui, tu penses sans doute à l'Être Saint-Maclou. Il est magnifique, mais non. Enfin, macabre, mais magnifique, mais non. À Troyes. Non, là, une typologie de bâtiments. Exactement. Les halles de marché. Il y a en France encore à peu près 100 halles de marché du 14e au 16e siècle. Alors qu'on ne vienne pas nous dire après que le bois n'est pas pérenne, que le bois ne permet pas de faire des grandes structures, etc. En Midi-Pyrénées, cette halle-là, par exemple, elle fait 36 mètres 40 de côté et elle tient depuis le XIVe siècle. Donc, grâce à cette architecture
vernaculaire, cette architecture traditionnelle avec les matériaux biosourcés, on a aujourd'hui en France un fond qui nous permet de rebondir et de proposer une architecture contextuelle avec des matériaux que j'appelle écolocaux, pour dire qu'à la fois ils sont écologiques, mais en plus ils sont vraiment en circuit court. Et ça, on l'a appris du Vorarlberg. Architecture de pierre, bien sûr, il faut un clin d'œil à Gilles Perrodin, qui, après Fernand Pouillon, dans les années 50, a fait revivre l'architecture en pierre massive. Là encore, autant on a une très riche ressource en bois, on a la même très riche ressource en pierre, entre le schiste, entre le calcaire, entre le granit. Et là, on voit qu'on peut avoir aussi une architecture en pierre, mais complètement contemporaine, dans l'esprit et aussi dans la technique. Regardez comment c'est construit. En fait, c'est comme des espèces d'énormes morceaux de sucre. Alors, en gros, ils font 50 cm d'épaisseur, 1 mètre de longueur et puis 50 cm 2 mètres de longueur et 1 mètre de hauteur. Et avec ça, ils construisent très rapidement des bâtiments. Et au sud de la France, puisque c'est la carrière qui a permis de construire le pont du Gard. Et donc, bon, entre Nîmes et Montpellier, si on accepte de mettre une petite lane en hiver, à la limite, on peut se passer d'isolation quand on a 50 ou 60 cm d'épaisseur de pierre massive. Musée des vins et Académie de guitare à Patrimonio, donc en Corse, toujours de Gilles Perrodin et de son équipe. Et là encore, on voit comment on peut construire. Mais on peut construire aussi aujourd'hui en pierre massive au centre d'une ville. Là, on est en plein milieu de Lyon, maison et galerie d'art. Regardez comme c'est beau. Enfin, moi, je trouve ça vraiment tout à fait magique. Au niveau stéréotomie, c'est digne d'artisans, des artisans qui ont construit nos cathédrales. Et on peut même construire des logements sociaux. Alors là, c'est plus Gilles Perrodin, c'est Eliette et Lehmann, mais je trouve ces deux bâtiments en pierre massive tout à fait intéressants. Alors, au niveau des architectures de terre, on a vu, je vous ai montré quelques exemples de Martin Rauch, qui est le grand spécialiste du pisé, mais en France aussi, on construit en terre. Connaissez-vous cet auditorium de musique vocale en Corse? Eh bien, il a la plus grande coupole qui existe au nord de la Méditerranée, qui a été réalisée selon les principes d'Afan Pati. Je crois qu'elle fait 15 ou 16 mètres de diamètre. Et puis, donc, c'est en adobe, celui-là. Et puis, plus récemment, ce centre d'interprétation archéologique qui se trouve en Alsace, qu'on appelle Alsace-Bossu. Et là, vous voyez qu'ils ont construit un double mur pour avoir de l'isolation. Donc, il y a un mur qu'ils ont fait sur place, qu'on voit ici. Ils ont damé le pilier sur place. Et puis après, ils ont mis 20 cm de liège pour isoler. Et puis après, des éléments de mur préfabriqués. Et puis, avec un bâtiment aussi de ce néo-vernaculaire, on peut gagner non seulement le prix national de la construction en terre que nous avons organisé avec Jean de Thiers, mais on peut aussi gagner l'équerre d'argent, puisque c'est ce qui est arrivé à Boris Boucher. Et c'est un bâtiment tout à fait intéressant aussi dans son programme. On est dans la banlieue de Clermont-Ferrand. La mairie voulait ça, parce que traditionnellement, il y a de l'architecture en pisé. Et puis surtout, ils voulaient éviter l'exode rural, ils voulaient travailler en circuit court. Et donc, ils ont fait, au rez-de-chaussée, c'est une supérette casino. Et puis, au-dessus, c'est un centre médical. Donc, c'était une manière de lutter contre l'exode rural, de proposer des services et des commerces de proximité qui permettent aux gens de rester et puis qui même peuvent attirer des jeunes familles. Donc, vous voyez, l'intérieur, c'est vraiment très, très beau. Et au niveau des détails, il y a à la fois des détails qui sont inspirés de la tradition, comme ces espèces on appelle ça les sapins à l'angle, puisque l'angle c'est la partie la plus fragile des constructions en terre. Donc ça c'est à la chaux. Et puis vous voyez que par contre pour le linteau,
Là, c'est une solution très contemporaine avec un élément en métal. Un autre bâtiment tout à fait, de grande envergure en Pisé, c'est le Conservatoire européen des sols de l'INRA qui a été terminé l'année dernière. Et là encore, vous voyez, c'est du Pisé, mais avec des formes très, très contemporaines, et puis aussi des techniques qui ne sont pas de la préfabrication, mais qui sont avec des éléments qui permettent d'aller plus vite sur le chantier. Et puis bien sûr, quand on parle de terre, on doit à la fois parler de Patrice Dehatt, le cofondateur de Cratère, et puis de Jean de Thiers qui est là et qui a organisé la première exposition sur les architectures de terre à Beaubourg déjà en 1981. Donc j'aurais très bien pu mettre son exposition dans la suite. Et puis celui que vous voyez là, c'est Wang Shu Pritzker Price en 2012 et qui a construit un bâtiment tout à fait emblématique sur son campus de Hangzhou, donc un bâtiment avec des façades en pisé. Mais il n'y a pas que les matériaux traditionnels minéraux comme la pierre et la terre, il y a aussi des architectures de paille. Alors vous allez me dire, oui, les trois petits cochons, et ça s'en va. Alors il y a énormément, vous savez combien il y a de maisons en paille, isolées en paille ou construites complètement en paille en France? Alors, je crois que j'ai entendu 500 et 5000, c'est quelque part entre les deux. On m'a dit qu'il y en avait à peu près 2500. C'est beaucoup quand même. 3500? Ok. La première moderne tout de suite en 1924. Ouais. Et donc là, quand on regarde cette maison-là, on se dit que ça pourrait être dans le Fort Albert. Eh bien non, on est dans on a en Rhône-Alpes. Et regardez, les paysans qui étaient autour lui ont livré la paille et avec sa famille, ils ont rempli le caisson de la dalle de plancher de paille, le caisson de la toiture de paille, et puis voilà. Ça, c'est une salle communale. Là, c'est pareil. Les agriculteurs ont livré gratuitement la paille. Je crois que c'était 2000 bottes. Et puis, avec ça, ils ont construit leur centre communal. C'est une agence qui s'appelle AA. C'est la même agence que celle qui a fait le petit périscolaire de Tendon, que je vais vous montrer. Mais aujourd'hui, on fait aussi des bâtiments publics d'envergure. D'ailleurs, il y a une école qui vient de se terminer à Montreuil, isolée en paille, et puis il y a la très grosse école, on appelle l'école aux 6000 bottes de paille à Issy-les-Moulineaux, qui a été terminée l'année dernière. Pardon? Donc ça, c'est un gymnase. Un des premiers bâtiments publics, vous voyez déjà en 2012, un des premiers bâtiments publics isolés en paille. Et puis, cet équipement associatif et culturel qui se trouve au pied du Mont Ventoux. Et là, on est vraiment en circuit court, puisque, même pour le bois, puisque l'ingénieur et charpentier Olivier Gaujard est allé avec les gens de l'ONF sur le Mont Ventoux et ils ont choisi des essences de bois qui normalement partent à la papeterie. Et donc, ils ont construit en pin accroché, en cèdre du Liban et en pin noir. Et ils ont adapté, vous voyez, par exemple, il n'y a que des tout petits morceaux, et bien c'est tout simplement parce que le pain accroché, on a seulement des éléments assez courts, donc les architectes ont adapté à la ressource. Donc les caissons sont préfabriqués, remplis de paille, et pour la petite histoire, comme il y a une carrière de plâtre à côté, ils avaient comme idée de mettre du plâtre. Et en fait, ils n'ont jamais réussi à s'arranger, je crois que c'est Lafarge, ils n'ont jamais réussi à s'arranger avec les industriels qui sont à 10 km, et donc il a fallu qu'ils importent leur plâtre de beaucoup plus loin. Donc pour vous dire que des fois, les circuits courts, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a une économie en termes de coût sur les circuits courts? Alors, au niveau de la paille, très nettement. Je ne vous l'ai pas montré parce que architecturalement,
c'est pas extraordinaire, mais il y a un bâtiment techniquement extrêmement intéressant. Ce sont des logements sociaux à Saint-Dié-des-Vosges, 2 immeubles, dont un de 8 étages, à ossature-bois et remplissage paille. Et c'est un bâtiment qui est Passive House, donc le top au niveau de l'énergie, et qui a été fait dans le cadre d'un budget de bâtiments sociaux. Entre autres grâce à l'isolation en paille. L'isolation en paille, c'est 1 à 2 euros par mètre de façade. Donc c'est vraiment quelque chose. La paille est très économique. Cela dit, la question du coût, c'est effectivement une très bonne question. Je vous ai montré la maison de Martin Rauch. C'est typiquement une maison qui a été chère. Elle a été chère dans le contexte, parce que les coûts pour un bâtiment, il y a toujours la matière, enfin les matériaux et la main-d'œuvre. Là, sur cette maison, le matériau, c'était quasiment rien, puisque c'était pris sur place. Par contre, pour le piser, c'est pour ça que Martin Rauch développe tellement cette préfabrication, c'est pour arriver à réduire les coûts. Il y a d'autres personnes qui essayent d'autres techniques comme la terre coulée, qui est beaucoup moins belle, mais qui est beaucoup moins chère. Mais il faut toujours voir cette relation entre le coût du matériau et le coût de la main-d'œuvre. Mais si la même maison avait été construite dans un pays émergent où les matériaux sont chers et les matériaux importés, les matériaux industriels sont très chers et où la main-d'œuvre est bon marché, la même maison, si tant est qu'il soit intelligent de faire la même maison dans un autre contexte, mais ça, mis à part, cette même maison aurait pu être beaucoup moins chère. Donc, il faut toujours travailler là-dessus. En plus, dans les circuits courts, très souvent, on est sur de l'artisanat au lieu d'être sur de l'industrie. Mais on peut aussi baser une économie régionale sur les circuits courts. Aujourd'hui, c'était pas une conférence sur le Fort Albert, donc je ne vous en ai pas parlé. Mais si j'avais fait une conférence sur le Fort Albert, j'aurais beaucoup insisté sur le fait que le Fort Albert, non seulement ils vont certainement réussir à être autonomes en énergie en 2050, non seulement ils ont une majorité de bâtiments neufs et des rénovations en passive house, non seulement ils utilisent essentiellement des ressources locales, du bois mais pas que, puisque dans ce petit territoire qui est grand comme la moitié d'un département français et qui a 370 000 habitants, ils ont pas ni PVC ni aluminium, mais d'ailleurs ils ne l'utilisent pas, mais tout le reste ils l'ont, ils font des briques, ils ont du magnifique béton, bref. Et non seulement c'est la région la plus éco-responsable ou la plus durable ou la plus écologique d'Europe, mais en plus, c'est une de celles qui a l'économie la plus florissante. Et c'est ça, en fait, le message important du Fort Albert. C'est qu'on peut être super écolo et riche. Et je vais vous faire rêver, dans le Fort Albert, qu'il y a 25 ans qu'ils n'ont pas fait de dette. Parce que leur ministre-président a dit qu'il faut vivre des intérêts et pas du capital. Le Fort Albert, c'est une toute petite région d'Autriche, c'est à la pointe occidentale de l'Autriche. Donc la pointe ouest, c'est coincé entre la Bavière au nord, les Grisons, donc la Suisse au sud, et le lac de Constance. Et l'Italie n'est pas très loin non plus. Voilà. Alors, les architectures de chaume, moi, ce que je connais de plus intéressant sur les architectures de chaume, c'est le Clos des Fées, c'est en Normandie, je l'ai visité récemment, c'est juste magnifique, vraiment très intelligent. Alors bon, là-bas, les gens vous disent, ouais, mais ça a été très subventionné par la ville, et c'est la ville de Palluel, et il y a une centrale nucléaire à côté, donc ils ont beaucoup d'argent. Bon. Il n'empêche que c'est magnifique. Et puis, il y a ce bâtiment qui est très emblématique aussi de ce nouveau vernaculaire. Il y avait un manoir, le manoir d'un entomologiste qui est décédé et qui a donné son manoir, ses collections et puis le parc qui était autour et des sous pour construire un musée. Et les architectes, c'est des jeunes architectes nantais guinépotins, ils se sont dit avec un manoir néoclassique, que faire à côté, et ils se sont dit on va faire un coléoptère, enfin ou
une chenille, et on va la faire en chaume, parce que la Brière n'est pas loin. Alors en fait, là, ils ont malheureusement pas pu utiliser des roseaux locaux. Il a fallu qu'ils les importent de Camargue, tout simplement parce que la Camargue est la seule région en France où il y a les équipements pour vraiment les couper, les traiter d'une manière industrielle. Et vu la surface, c'était difficile de faire autrement. C'est dommage, mais c'était comme ça. Et c'est fait... Ça a été couvert par un des artisans chaumiers français selon une technique qu'on appelle hollandaise. Et puis, pour terminer les différents matériaux éco-locaux qu'on peut trouver en France abondamment, il y a le bois. Alors, d'abord, un petit clin d'œil à deux pionniers qui sont tous les deux mes maîtres, Roland Schweitzer avec qui j'ai fait mes études et qui a fait ce bâtiment dans les années 70 qui est malheureusement démoli, je ne comprends pas pourquoi tellement il était beau. Enfin, pour moi c'est vraiment un crève-cœur, c'est tellement juste, c'est à la fois universel, japonais, moderne, enfin bon. Et puis Pierre Lajusse, qui ne m'a jamais enseigné, mais qui était président de mon jury de diplôme et avec qui j'ai gardé des liens très, très proches. Donc, juste très rapidement, un panorama de construction en bois en France. Ça, c'est encore un clin d'œil à Philippe, puisque c'est lui qui l'a fait. C'est la maison de la nature Isadia. Pour vous montrer que ce nouveau vernaculaire peut prendre quelquefois des dimensions assez imposantes, comme ici le siège de la société Quicksilver, par Patrick Harrod-Charren, qui a fait beaucoup de bâtiments très, très intéressants en bois, donc du bois local aussi, puisque dans la forêt des Landes est la plus grande forêt d'Europe d'un seul tenant avec une seule essence. Et ce qui est intéressant là, c'est que Quicksilver, il a choisi le bois parce que cela correspondait, d'après lui, le mieux au slogan de leur entreprise qui est performance, adrénaline et sensation. Un autre bâtiment que je trouve magnifique et qui est en plein centre d'une ville, c'est sur l'île de Nantes, groupe scolaire Aimé Césaire, c'est vraiment très beau. Là, c'est la seule toiture végétale que je connaisse qui est une vraie toiture végétale, c'est-à-dire sur laquelle on peut marcher et qui reproduit aussi un paysage, puisqu'on est en plein cœur de Nantes, on est à 80 km de la mer et pourtant, quand on s'y promène, on a l'impression d'être sur les dunes, puisqu'ils ont apporté le sable et puis aussi une centaine d'essences typiques des dunes. À Aurillac, des logements sociaux, bureaux et commerces par un jeune architecte plein de talent qui s'appelle Simon Tessou. C'était la première fois que le bailleur social construisait en bois. Enfin, en fait, c'est mixte, bois, béton et métal, mais les façades sont toutes en bois. Et quand j'ai visité, il m'a dit « Je suis tellement ravie de ce bâtiment que je vais en faire beaucoup d'autres en bois. » Donc, vous voyez très bien dessiné. Et quelque part, c'est très moderne dans le dessin, je trouve. Le bois est en France de plus en plus utilisé aussi pour les équipements publics. Un gymnase de l'agence Techné, vous voyez, avec de belles poutres sous-tendues, un système tridimensionnel, et puis des architectures très organiques. Enfin, je pense que Makovets, un architecte hongrois, aurait pu le faire aussi. Donc, et voilà l'intérieur qui rappelle, on est au bord de l'eau, on est en Aquitaine, donc ça rappelle un petit peu la coque d'un navire. Et puis, une tendance qui émerge en France aujourd'hui et qui correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la ressource dont nous disposions. Vous vous rappelez peut-être, je vous ai dit qu'on avait 2 tiers de feuillus et 1 tiers de résineux. Eh bien, là, il y a une vraie tendance pour favoriser les feuillus, comme pour ce bâtiment de Joly et Loiret, qui étaient les commissaires de l'exposition Habité écologique dont ils étaient scénographes de l'exposition dont j'étais commissaire. Donc, eux ont utilisé des ganivelles en châtaignier. Ça, c'est le bâtiment dont mon ancien étudiant était chef de projet. Donc, c'est un périscolaire à tendons et il est fait en hêtre. Pour ceux qui connaissent un peu le hêtre, ils savent que normalement, on ne l'utilise pas dans la construction. Mais là, ils ont réussi à le caractériser avec le crypte d'Épinal. Ils l'ont fait à partir de ils ont fait comme des petites cassettes et ils ont réussi à utiliser le hêtre en structure avec un remplissage en paille.
Au cœur de Strasbourg aussi, on peut construire tout en bois, mais là, les architectes ont choisi des panneaux. Alors, c'est des panneaux importés d'Autriche parce qu'on ne fabrique pas encore en France des panneaux 3 plis, 5 plis, 7 plis. Donc, c'est ce qu'on appelle le bois massif reconstitué. Autre clin d'œil, donc là on est en plein centre-ville aussi, on est à Montpellier, un autre clin d'œil à Philippe, un internat d'excellence qui a été construit en 9 mois, c'était dans le programme de Favela Amara, avec, vous voyez, des briques pour reprendre la tradition, donc ça c'est les cages d'escalier, en fait non, c'est plutôt des tuiles dans des cassettes en bois, et puis le reste c'est des façades tout en bois préfabriquées. Donc, et puis c'est raccordé, c'est dans une ancienne caserne, donc c'est raccordé sur les bâtiments existants. Là, on est encore à nouveau à Nantes, le siège de la filière bois régionale. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, cette architecture inspirée quelque part du vernaculaire, inspirée de la réutilisation de nos ressources locales, on la voit même à Paris. Vous connaissez peut-être ce bâtiment qui maintenant est malheureusement démonté. Quand l'ingénieur qui est un ami m'a appelé il y a 4-5 ans maintenant en me disant « Je fais un chantier absolument extraordinaire, il faut que tu viennes le voir. » On construit une salle de 750 places dans la colonnade du Palais Royal. Je lui ai dit « No go. Je connais bien le coin, je connais bien la colonnade, tu ne peux jamais faire un théâtre de 750 places dedans. » Eh bien, si, c'était vrai. Je suis même allée voir des spectacles. Je suis allée voir le chantier, je suis allée voir des spectacles dedans. C'était magnifique. Je suis vraiment désolée que ça n'existe plus. Et puis, on peut faire aussi des logements sociaux en plein cœur de Paris. Enfin, on est dans le 20e arrondissement, donc c'est pas dans le 18e, donc on n'est pas au plein cœur. Mais en tout cas, dans Paris, et vous voyez là. Cette structure, c'était des éléments préfabriqués. On n'aurait pas pu construire en béton, parce qu'on était dans un cœur d'îlot, il fallait passer tous les matériaux par une porte cochère, et le bois et la préfabrication ont permis ça. Et puis, bien sûr, je ne pouvais pas ne pas faire un clin d'œil à mon amie Françoise Hélène, qui malheureusement nous a quittés, avec ce bâtiment. Et là, on retrouve le patrimoine, on retrouve un mélange entre du low-tech et du high-tech, un mélange entre différents matériaux, du bois et de l'acier, puis certains éléments aussi en béton. Et pour terminer, je crois qu'aujourd'hui, bien sûr, il faut construire des bâtiments contemporains, ou quand on construit des nouveaux bâtiments, il faut utiliser au maximum des ressources renouvelables, comme le bois et puis la paille, et puis, ou des ressources qui n'ont pas beaucoup d'énergie grise, comme la pierre ou la terre. Et si on doit faire ça, c'est tout simplement parce que l'aluminium, l'acier et le béton sont des matériaux dont on a besoin. Ce sont des matériaux qui sont précieux, qui demandent donc beaucoup d'énergie grise, mais surtout, il y a des parties de bâtiments où on ne peut pas les remplacer. Donc c'est pour ça qu'ils sont trop précieux pour qu'on les gaspille dans des emplois où des matériaux renouvelables comme le bois ou comme d'autres pourraient les remplacer. Donc gardons-les parce qu'ils sont précieux, et surtout réfléchissons toujours avant de construire un bâtiment neuf s'il ne serait pas préférable de recycler un bâtiment déjà existant. Et de le faire, je dirais, d'une manière globale, d'une manière holistique, en lui redonnant non seulement une autre vie, mais surtout en se basant sur une autre éthique, en en faisant un organisme. Et c'est ce qui a été très bien fait à Bordeaux, dans une ancienne caserne. Ils ont créé quelque chose qui s'appelle Darwin Écosystème, et c'est vraiment un écosystème parce que vous avez dedans non sellement des bureaux, c'est un coworking, vous avez des espaces, donc là vous voyez le café, vous avez derrière des jardins bio, vous avez ce qu'on appelle le vortex où ils font des spectacles. Ça, c'est un magnifique, vous voyez la magnifique structure métallique, un espace qu'ils louent pour des séminaires. Ils ont une épicerie bio,
Ils ont donc aussi tous ces bureaux avec un cluster. Et s'il s'appelle Darwin Ecosystem, c'est aussi parce que là, vous pouvez manger bio, vous triez vos déchets, vous recyclez tous les meubles, c'est des meubles recyclés. Ils font attention à économiser l'énergie. Oui, c'est un écosystème. Et ils l'ont fait à partir d'un bâtiment existant. Et de plus en plus, il y a des projets qui de la transformation, de la métamorphose d'un patrimoine, qui peut être un patrimoine militaire, un patrimoine industriel ou autre, font un vrai projet, un projet de vie et un projet dans l'esprit de ce que nous devons faire pour protéger notre belle planète. Je terminerai avec cette phrase d'Albert Einstein qui, moi, m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu la première fois, il y a maintenant une dizaine d'années, ou peut-être non plus maintenant. Il n'est pas possible de résoudre des problèmes avec le mode de pensée qui les a créés. Et là, je me suis dit, mais c'est bien sûr. Et il faut... Quand il y a un mur face à vous, foncer dans le mur, ça ne sert à rien. Il faut arriver à avoir assez de résilience, assez d'intelligence, peut-être assez d'humilité aussi, pour le contourner. Il y a toujours des solutions. À mes équipes ou à mes étudiants, je leur dis toujours, il n'y a pas de problème, que des solutions. Et ensemble, ces solutions-là, on va les trouver. Et c'est aussi le message que donne ce film, que je vous invite vraiment à aller voir. C'est un film qui va sortir officiellement le 2 décembre, donc pour la COP 21, que j'ai eu la chance de voir en avant-première avec l'équipe, puisque j'ai participé en back-office. Il est aussi en tournée déjà, tournée avant-première dans toute la France, et ça s'appelle « Demain, partout dans le monde, des solutions existent ». C'est un film qui explique les problèmes, mais de manière très scientifique, très précise, mais c'est surtout un film qui donne des solutions d'une manière joyeuse. Et j'ai envoyé déjà pas mal de mes étudiants, et il y en a un qui m'a envoyé un mail en disant « Merci de nous avoir dit d'aller voir l'avant-première à Strasbourg. J'y suis allée avec ma copine, et maintenant je sais ce que je vais offrir à Noël. Je vais offrir des places pour aller voir ce film, parce que c'était à la fois une piqûre de rappel par rapport à ce que vous nous aviez dit, mais surtout, c'est un immense espoir. Donc, allez voir demain. Merci.